Eh bien, on va découvrir un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière ce projet Renosom. Donc, je remercie mes collègues qui ont si bien introduit le sujet que je vais vous traiter maintenant. Je voudrais également remercier tous les collègues qui sont listés ici, qui sont les co-auteurs de cette présentation, parce que ça n'aurait pas été possible sans eux. Alors, vous reconnaîtrez un certain nombre de noms, pour ceux qui étaient en particulier là hier, de contributeurs à ce projet. D'autres, d'ailleurs, ne sont pas dans cette liste, comme par exemple Laetitia, qui a eu l'occasion, je pense, de contribuer aussi à ce projet d'une façon ou d'une autre en fournissant des données. Et puis également Élise Carnet, qui a présenté ce matin, qui a aussi contribué beaucoup à ce projet Renosom. Et puis, simplement souligner la contribution essentielle de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'appelle Clément Lebeau et qui a véritablement été la cheville ouvrière de ce travail. Donc, je vais reprendre certains éléments, je vais essayer de les dire plus rapidement et peut-être un peu différemment par rapport à ce qu'a dit Marie-André. Mais oui, avant, alors donc il y a avant, on va dire jusqu'en 95, la réglementation, la régulation de l'exploitation de loisirs par pêche à la ligne du saumon dans les cours de Breton était essentiellement contrôlée par des licences de pêche qu'il faut acquérir pour avoir le droit de pêcher, et puis des dates de pêche qui encadraient l'activité. Et dans ce contexte, on avait à peu près peu ou pas de contrôle, ni sur l'effort de pêche qui était appliqué aux populations, ni de contrôle sur le niveau des captures qui étaient réalisées. Donc 96, oui, ça a été une césure par rapport à ce qui se passait par le passé, avec l'introduction donc des TAC, des totaux autorisés de capture. Il ne faut jamais perdre de vue pourquoi on fait les choses. Donc le principe fondateur, il était simple, hein, c'était d'essayer d'ajuster au mieux les prélèvements par pêche aux potentialités de production des rivières. Et donc, pour comprendre vite fait le principe, en fait, on peut voir le stock reproducteur d'une population soumis à exploitation comme un rectangle que vous voyez ici sur le graphique de droite. Et ce rectangle, en fait, sa dimension, c'est la taille du stock exploitable. Elle dépend de deux facteurs essentiellement. La taille de la rivière, plus la rivière est grande, plus la population va être grande, et la capacité d'accueil, et en gros la capacité du milieu à produire du saumon par unité de surface, par unité de taille de la rivière. Et puis ce stock exploitable, on va le diviser en deux parties. Une partie qu'on va réserver pour la production, le renouvellement des générations, et puis une autre partie qui est appelée un excédent prélevable et sur lequel on va s'en servir effectivement pour dimensionner les TAC. Et la limite entre cette partie rouge et cette partie verte, en fait, elle est réglée par la petite barre verticale jaune que vous voyez, dont la position va dépendre de la productivité de la rivière. Plus la rivière est productive, plus on aura de vert, moins la rivière sera productive, plus on aura de rouge. Donc avec ce nouveau système, on a introduit une nouveauté, c'est-à-dire qu'on avait effectivement un système de limitation des captures, mais toujours pas de dispositif pour contrôler en fait l'effort de pêche. Et puis, comme vous l'a dit Marie-André, on a fait évoluer un peu ce système, mais son principe n'a pas été remis en question jusqu'à l'année 2022, mais on a quand même fait des ajustements avec l'introduction d'un TAC spécifique pour ce que j'appelle ici les PHM, plusieurs hivers de mer, donc aussi appelés saumon de printemps. Et puis on a intégré les données collectées dans le cadre de l'observatoire au fur et à mesure qu'elles se sont structurées, qu'elles sont arrivées, en intégrant en particulier les données du SCORF, notre rivière de référence en Bretagne. Alors, comme l'a dit Marie-André, ce système avait un certain nombre de mérites. Il est fondé sur des connaissances et des données scientifiques, ce qui, à mon avis, est un grand mérite. Il a bénéficié au fil du temps d'une bonne appropriation des acteurs, même si ça n'a pas été un chemin de rose. Au début, c'était compliqué, mais petit à petit, le message est passé à force d'échanges entre les acteurs, avec les scientifiques et les représentants de l'État. Et puis, il est conforme à un certain nombre de recommandations internationales émises par l'Ocsan, donc NASCO en anglais. Et donc la question qu'on peut légitimement, devant ce constat, qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'il était vraiment
nécessaire de changer, parce qu'on n'aurait pas pu continuer. Donc là aussi, Marie-André en a un peu parlé. Je vais juste revenir un peu rapidement sur les limites et les difficultés du système actuel qui ont conduit à considérer qu'il était opportun de revoir peut-être tout ça et de considérer un changement. Le premier élément, effectivement, qui est important, c'est cette idée de confusion ou d'ambiguïté qui peut exister dans le système actuel entre exploitation et conservation, puisque, en gros, il y a une espèce d'équivalence qui est faite dans certaines recommandations NASCO entre la conservation et la maximisation des prélèvements potentiels. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est le fait que une des recommandations fortes émises par la NASCO, c'est de mettre en avant d'abord la conservation et de soumettre l'exploitation au fait que d'abord la conservation des populations a été respectée. Et ça, dans le système actuel, on peut effectivement légitimement se poser la question de savoir si on respecte ce principe, parce que finalement, de facto, implicitement, on considère que toutes les populations bretonnes sont capables de soutenir une exploitation. On considère aussi implicitement que pour autant qu'on respecte, qu'on est à l'intérieur, qu'on a des captures qui sont à l'intérieur des TAC, la conservation est respectée. Et puis, comme l'a dit Marie-André, le système qui a été mis en place a focalisé en fait le débat sur le dimensionnement des TAC et donc de l'exploitation, et nous a fait perdre un peu de vue que la priorité, ça restait quand même la conservation des populations. Puis il y a eu le point effectivement aussi soulevé par Marie-André sur le fait que beaucoup de TAC étaient considérés en particulier pour les Castillans comme surdimensionnés, et ça contribue à décrédibiliser le système au fil du temps. Et puis, on a accumulé de la donnée scientifique et des connaissances. Et même si on a essayé de s'adapter et de suivre le flot, une partie de ces données et de ces connaissances était mal intégrée dans le dispositif actuel. Et enfin, un autre point qui est important, là aussi, qui émane des recommandations internationales de NASCO, le dispositif actuel prenait mal en compte l'incertitude et les différentes sources d'incertitude qui affectent la gestion la régulation de l'exploitation du saumon en Bretagne. Donc en 2017, on s'est lancé, après des discussions préliminaires, et on a lancé un projet qui s'appelle Rénosome, et donc dont l'objectif était d'éclairer la décision pour le choix d'une nouvelle régulation de la pêche de loisirs du saumon en Bretagne. Pour cela, on s'est organisé avec en fait quelqu'un, Clément Lebeau, qui est un ingénieur qu'on a recruté à plein temps sur ce projet de 2017 quasiment à 2022, et qui a fait tout son cursus en fait dans le cadre de ce projet, qui a passé ses diplômes de master, de doctorant, puis est devenu post-doctorant, donc chercheur contractuel. Et il a fait ça sous la supervision d'un scientifique senior, donc votre serviteur, et également d'un comité d'experts qui a accompagné le projet tout au long de son déroulement, avec des collègues qui sont dans la salle et qui étaient dans la liste des co-auteurs. On a essayé d'avoir dans ce projet une couverture spatiale et temporelle large. On a intégré dans le projet les 18 principales populations de saumon bretonnes. Et puis, on a aussi une couverture temporelle à peu près d'une cinquantaine d'années, répartie entre un horizon rétrospectif d'un peu plus de 30 ans et un horizon prospectif, j'en parlerai, d'à peu près une vingtaine d'années. Alors, comment on s'est organisé pour mener à bien ce projet ? Là aussi, je resterai au niveau vraiment des principes généraux qui nous ont guidés. Le premier principe, ça a été d'essayer de valoriser au maximum toutes les données qui avaient été collectées et qui sont maintenant bancarisées grâce à l'Observatoire. Donc ça concerne les données sur les adultes, donc les adultes de retour, les adultes anadromes de retour dans les rivières, avec les effectifs de ces retours qui peuvent être observés plus ou moins précisément, de façon plus ou moins complète, que ce soit sur notre rivière de référence du Scorff ou des vidéocomptages, comme par exemple sur les Lornes ou sur l'Aulne, ou encore des comptages acoustiques qui ont pu être plus ponctuellement réalisés sur le Couesnon. Et on a aussi utilisé largement les données de capture, donc des prélèvements réalisés par les pêcheurs, avec la base de données qui est associée à ces captures via le système de déclaration obligatoire des captures. On a aussi utilisé beaucoup les données sur les juvéniles avec le réseau d'observation du recrutement en juvénile par pêche électrique qui a été mis en place au fil des années dans la Bretagne. Donc là aussi, bancarisé par l'Observatoire. Et puis,
on a également tenu compte des différentes opérations dites de repeuplement, donc de soutien artificiel des populations par des poissons produits en élevage, qui ont pu avoir lieu sur différents cours d'eau à différents moments de la période d'intérêt. Et puis on a intégré aussi des données environnementales, au titre desquelles toutes les cartographies effectivement essentielles des habitats qui servent à soutenir nos populations de saumon dans les rivières, qui ont été utilisées et intégrées. Puis on a aussi utilisé des données sur les débits des cours d'eau pour mieux comprendre le fonctionnement des populations. Alors, à côté de ces données, comment on a fait en fait pour synthétiser toutes ces données et aussi les connaissances qu'on avait acquises et qui sont disponibles ou qu'on avait acquises au fil des années? Eh bien, on a fait pour ça un large recours à la modélisation parce que c'est un outil extrêmement puissant pour faire de la synthèse de données et de connaissances. Donc là, je ne rentrerai pas plus dans le détail sur la façon dont on a procédé. Et puis, à côté découlant de cet effort de modélisation, eh bien, ça nous a permis ensuite d'aller explorer un large ensemble de scénarios possibles de régulation de l'exploitation par pêche à la ligne et de comparer les performances que pouvaient avoir les différents scénarios qu'on allait regarder. Et puis enfin, point aussi très important, tout au long de la démarche, là aussi ça a été présenté un peu par Marie-André, eh bien, on a fait en sorte d'avoir un dialogue permanent avec les acteurs, et en particulier les premiers concernés, à savoir les pêcheurs, puisqu'il s'agissait de la régulation de leur activité de loisir. Et on l'a fait par l'intermédiaire des structures qui nous étaient offertes dans les comités de gestion des poissons migrateurs, les fameux COGEPOMI, dont vous avez beaucoup entendu parler ce matin. Et puis ça a été fait sous le pilotage de l'État et donc de l'ADREAL, représenté par exemple ici par Élise Carnet. Alors, ça c'était la démarche générale. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Là aussi, je ne vais pas présenter tous les résultats, il y en a énormément. Il y a un rapport qui est publié et qui va être disponible très prochainement pour consulter par tout le monde, qui a déjà été largement diffusé dans des versions provisoires. Mais on a réussi à reconstituer des estimations d'abondance sur une période rétrospective assez longue pour toutes les rivières. Pour chacune des rivières, maintenant, on a une série d'estimations des retours, indépendamment pour les poissons de plusieurs hivers de mer, donc les saumons de printemps et les castillons, qui couvrent la période 1987 à 2020. On a également des séries chronologiques pour chacune des 18 populations sur la période 1993-2020. Alors, 1993, ça dépend parce qu'en fait, le plan d'échantillonnage des juvéniles s'est déployé au fil du temps. Donc, 1993, c'est la série la plus longue, celle qui concerne le SCORF, et puis il y en a d'autres qui sont plus courtes. Ensuite, on a travaillé sur la compréhension du lien qui existe entre les adultes reproducteurs et la production de juvéniles subséquents, dans ce qu'on appelle les relations stock-recrutement. Et là aussi, on a beaucoup progressé. On a une relation stock-recrutement pour chacune des rivières de Bretagne aujourd'hui. Et puis, on a également travaillé sur l'autre partie de la boucle, pour boucler le cycle biologique, à savoir la relation qui existe entre les juvéniles qui sont produits dans la rivière et les retours d'adultes que ça va donner dans la même rivière. Et donc, ça, c'est les taux de retour du 0+ à l'adulte. Et puis, on n'a pas oublié de travailler sur analyser la dynamique aussi et les modalités de l'exploitation par pêche à la ligne, et à savoir qui dérive une partie de ces adultes sous la forme d'un prélèvement. Et tu as noté que ces données sur cette modélisation de l'exploitation et ces données sur les captures nous servent également à estimer les retours d'adultes. Et enfin, grâce à cet ensemble de résultats, on a eu aussi un autre résultat de produit, c'est-à-dire l'analyse de scénarios de régulation possible de l'exploitation par pêche à la ligne, qu'on a réalisé en faisant des simulations, c'est-à-dire en se disant, si on appliquait ce scénario, quelle serait l'évolution de la population et quelles seraient les performances comparées des différents scénarios qu'on pourrait imaginer. Alors, je présenterai quelques éléments d'illustration sur cette analyse de scénario. La première des choses qu'il faut noter, à mon avis, c'est qu'on a assez largement exploré les scénarios possibles, tout en restant au plus près de ce qui pouvait être concrètement
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation qui s'impose à nous et qui a été rappelée par Marie-André. Il y a un cadre réglementaire qui est fixé et dans lequel on doit évoluer, mais ça a été aussi élaboré, ces scénarios, dans un dialogue avec les acteurs sur ce qui leur paraissait pertinent de pouvoir essayer de mettre en œuvre ou d'autres choses qui leur paraissaient moins intéressantes. Donc pour chacune des rivières, on a testé à peu près 200 scénarios par rivière. Un point important à avoir en tête, on y reviendra, c'est que les simulations qu'on a faites sur les scénarios, eh bien, en fait, on les a faites sous une hypothèse qui est que, en gros, dans les simulations, on garde le même régime que le régime actuel en termes d'exploitation et de fonctionnement des populations, c'est-à-dire de renouvellement des générations dans les populations. Et puis, on fait des simulations sur 18 ans qui correspondent en fait à la durée de 3 plans de gestion, en se disant si on appliquait cette réglementation et cette régulation sur 3 plans de gestion, qu'est-ce qu'on obtiendrait au final pour la population et pour l'exploitation et comment on pourrait comparer les performances de différents scénarios. Alors les performances, on a respecté ce coup-ci, je pense, vraiment à la lettre la recommandation de l'ASCO. La première des choses qu'on a regardées, c'est quelles sont les performances en matière de conservation. Et là, on a fait preuve d'un peu d'innovation en regardant des critères un peu nouveaux à ma connaissance, à savoir que le premier critère de conservation qu'on a utilisé, c'est un critère de maîtrise du risque de faible recrutement. Donc, dit autrement, ce qu'on souhaite, c'est que des épisodes de faible recrutement, donc de faible production de juvéniles dans la rivière, n'arrivent pas trop souvent. Voilà. Et donc, il y a eu tout un dialogue avec les acteurs pour s'entendre sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un faible recrutement, et on a une définition formelle de qu'est-ce que c'est qu'un faible recrutement, et qu'est-ce que c'est de dire on voudrait que ça arrive pas trop souvent, et on a fixé aussi conjointement un seuil qui a été défini sur la probabilité d'apparition d'un événement de faible recrutement. Et puis le deuxième élément, là aussi, je pense, qui est assez novateur, qu'on ne retrouve pas partout, c'est cette idée que dans la conservation, c'est important effectivement d'avoir des aspects quantitatifs, comme la maîtrise du risque de faible recrutement, mais aussi des aspects qualitatifs sur la composition de la population. Et donc on souhaitait, et ça a été là aussi l'objet d'un consensus avec les acteurs et avec les représentants des pêcheurs, que l'exploitation soit, si possible, non sélective et ne vienne pas perturber en fait, les phénomènes d'adaptation et de sélection naturelle en venant imposer une sélection qui pourrait en fait, être au détriment des capacités d'adaptation des populations aux fluctuations de l'environnement. Et donc, non-sélectivité, et ça, on l'a jugé au travers de la façon dont l'exploitation pouvait taper de façon différentielle sur les castillons ou les poissons de plusieurs hivers de mer. Et puis, une fois qu'on a regardé les critères de conservation, on s'est intéressé à des critères sur l'exploitation qui concernent les captures, en distinguant les captures de plusieurs hivers de mer des captures d'un hiver de mer, donc de castillon versus saumon printemps, en donnant la priorité aux individus qui ont la préférence des pêcheurs, à savoir les poissons de plusieurs hivers de mer, en regardant à la fois le niveau moyen des captures que généraient les différents scénarios de régulation, mais aussi leur variabilité. Alors, sur le premier critère de conservation, quelques éléments de résultat, on se rend compte d'une chose intéressante, c'est que même en l'absence d'exploitation, en fait, même en l'absence d'exploitation, on a quand même, sur les 18 populations qu'on a regardées, il y en a 14 qui ne satisfont pas au premier critère de conservation, et donc dans laquelle on peut considérer qu'avec la définition qu'on s'est fixée, la conservation n'est pas assurée. Et puis pour les 14 autres, par contre, c'est très contrasté. Quel que soit le critère, quel que soit le scénario de régulation qu'on applique, on a toujours un respect de la conservation. Le deuxième critère, là, je parlais essentiellement dans mes résultats des aspects de conservation, je ne parlerai pas des performances d'exploitation. Le deuxième critère de conservation qui est important, c'est celui qui concerne la sélectivité de l'exploitation. Vous avez ici ce petit graphique. Vous avez deux axes. En bas, vous avez le taux d'exploitation des castillons, donc qui va de pratiquement 0 jusqu'à 30%, qui est représenté, et le taux d'exploitation des saumons de printemps sur l'axe vertical, qui vous donne là aussi de 0 à peu près 30%. Si vous regardez le graphique, il y a une ligne médiane qui correspond en fait à la ligne où on a le même taux d'exploitation pour les castillons et pour les saumons. D'accord ? Et puis autour
de cette ligne médiane, on a en fait, la première bissectrice, on a une zone verte qui correspond à peu près à une zone où l'exploitation est à peu près équilibrée entre les deux fractions de la population et qui est une zone sur laquelle on s'est mis d'accord comme étant une zone acceptable où l'exploitation est peu sélective. Et puis, quand on sort de cette zone centrale, eh bien, on est dans le rouge avec une exploitation qui est potentiellement déséquilibrée. Et quand on monte en haut à gauche du graphique, eh bien, on est dans une exploitation déséquilibrée où on tape plus fortement sur les poissons de plusieurs divers de mer par rapport aux castillons. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui se passe pour nos rivières et qu'on les met avec une réglementation, une régulation très légère, c'est-à-dire pratiquement pas de contrôle avec des tâches de pêche et pas de contrôle et de contraintes sur l'exploitation, mais on s'aperçoit que dans les conditions actuelles d'exercice de la pêcherie, on a un déséquilibre d'exploitation. En règle générale, on est toujours au-dessus de la ligne centrale, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la zone où on exploite plus les saumons de printemps que l'on exploite les castillons. Et dans certains cas, on est même en dehors de la zone verte, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de déséquilibre jugée non acceptable. Et donc, si on veut revenir à une situation acceptable, eh bien, il faut que ces points qui correspondent à des rivières, on les fasse migrer à l'intérieur de la zone verte. Et pour les faire migrer à l'intérieur de la zone verte, eh bien, il faut les faire descendre le long de l'axe de l'exploitation des saumons de printemps en réduisant l'exploitation des saumons de printemps. Donc on sera amené, pour certaines rivières, à avoir une contrainte sur l'exploitation des saumons de printemps. Je suis sûr que vous allez avoir plein de questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez juste accélérer un tout petit peu ? Oui, j'ai presque fini. Oh, c'est formidable. Désolé. Pour les castillons, en revanche, on a un des résultats importants du travail, c'est qu'il n'y a pas besoin de contraintes sur l'exploitation dans les conditions actuelles d'exercice de la pêcherie. Alors, je voudrais simplement, pour terminer, rappeler les acquis aujourd'hui de ce projet. Eh bien, on a des séries d'abondance pour les juvéniles et les adultes maintenant qui sont disponibles. Donc ça, c'est quand même une grosse avancée. On a des relations stock-recrutement et des taux de retour qui ont été quantifiés, identifiés pour toutes les rivières de Bretagne, en tout cas les 18 populations principales. On a une véritable aujourd'hui évaluation du statut de conservation des populations de saumon bretonne, ce qui n'était pas le cas par le passé. On a été capable de fournir, je pense, des éléments d'éclairage de la décision utiles et qui ont soumis à consultation aujourd'hui et qui vont déboucher dans des nouvelles mesures de régulation dès l'année 2023. Donc je pense que de ce point de vue-là, on a aussi rempli le contrat. On a des nouveaux outils pour approfondir, mettre à jour notre travail dans les années qui viennent. Et puis, on a aussi établi, je pense, une concertation fructueuse entre les acteurs scientifiques et les services de l'État. Des points de vigilance, cependant. Tout ce travail est basé sur un exercice de modélisation assez complexe et ça peut tout à fait être un frein à l'appropriation de la démarche par les acteurs. On a une relation de confiance, mais il ne faut pas en abuser. La confiance n'exclut pas le contrôle, on y reviendra. Ne jamais oublier que nos résultats sont conditionnés par des hypothèses et qu'il va falloir surveiller dans le temps que ces hypothèses restent bien vérifiées. Et il faudra qu'on refasse un point à l'issue du plagiat pommier en cours. Et les suivis qui sont en cours déjà sont cruciaux pour vérifier ces hypothèses. On a quelques petites populations qui n'ont pas été considérées dans l'exercice. Et puis, on a un cas particulier de l'Aulne qu'il faudrait reconsidérer parce que sans doute, on a une évaluation trop optimiste de la situation sur l'Aulne. Je termine par les défis pour l'avenir. Ces défis, il y a quand même des choses qui sont encore ouvertes. On a beaucoup travaillé, mais ce n'est pas fini. Il y a 4 populations qui ne satisfont pas aux critères de conservation. Le défi, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quelle suite on donne à ça pour les faire revenir dans le vert. Il nous faut, je pense, renforcer l'évaluation critique externe du travail qu'on a pu réaliser, parce que malgré toute notre bonne volonté, on peut faire des erreurs, et par ailleurs, c'est en soumettant son travail au regard critique des autres qu'on fait des progrès. Donc on doit avoir une évaluation scientifique, critique, renforcée du travail qui a été réalisé. Il nous faut faire vivre ce travail dans la durée, et ça, ce n'est pas un mince défi, parce qu'on est bien configuré pour faire ça sous la forme de projet, mais il faut qu'on passe d'un mode projet à un mode d'amélioration continue. Et ça, pour l'instant, on n'est pas configuré. Il faut sécuriser des compétences qu'on a mobilisées. Et ça, on ne sait pas bien faire pour l'instant.
Et puis, un dernier point très important, c'est la question de savoir comment, dans ce dispositif, on arrivera à intégrer la problématique du changement climatique. Et ça, c'est un champ entier qui s'ouvre à nous pour l'avenir des populations de saumon bretonne. Voilà, je vous remercie et je m'excuse si j'ai été beaucoup trop long. Merci beaucoup, Étienne Prévost.